Nouveau journal sur Eden TV, bienvenue à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, l'installation des membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI. Ils ont prêté serment ce mardi à la Cour constitutionnelle. Législative se joue mercredi en Malaisie. Ce scrutin est annoncé comme l'un des plus serrés où le Premier ministre Najib Razak et l'ancien Premier ministre Mahathir Mohamad sont annoncés en opposition. Et puis l'Iran réagit au retrait de Trump de l'accord nucléaire iranien à Téhéran. Plusieurs Iraniens dénoncent cette acte du président américain. Voilà pour les titres. L'actualisation du fichier électoral peut donc commencer. Le COSLEPI, organe chargé de s'en occuper, a été installé ce mardi. C'est devant les sages de la Cour constitutionnelle que ses membres ont fait leur prestation de serment. À l'occasion, le président de la Cour constitutionnelle a rappelé le retard relatif à l'installation de ce conseil. Comme on le verra sur ces images, le professeur Olo a aussi précisé à ses membres le caractère primordial de la mission qui leur est confiée avant de leur adresser cette exhortation: que jamais l'histoire ne vous rende comptable des dérives et turbulences à même de provoquer le chaos. On l'écoute. La cérémonie de prestation de serment de ce jour aurait dû intervenir depuis le mois de juillet 2017, puisque votre mission court du 1er juillet au 31 janvier de chaque année. La non-installation de votre conseil d'orientation et de supervision à bonne date explique la décision injonctive DCC 17-262 du 12 décembre 2017 et votre présence en ces lieux aujourd'hui. Je voudrais vous féliciter pour la confiance placée en vous par vos pairs, en vous investissant de la charge de les représenter au sein du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Ils savent mieux que quiconque pouvoir compter sur vos qualités de citoyens compétents, travailleurs, propres et responsables. Ils savent que vous avez les capacités pour remplir correctement la mission républicaine qu'ils vous ont confié. Madame la directrice adjointe de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, je ne doute pas un seul instant que vous mettrez vos compétences techniques et votre savoir-faire au service du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Votre éclairage sera utile pour satisfaire la conduite efficiente de la mission qui vous a été confiée. Mesdames et messieurs les membres du Conseil d'orientation et de supervision, votre tâche, je ne cesserai de le répéter, est primordiale, car vous êtes au commencement de tout le processus électoral dans notre pays. Le Bénin, on a plaisir à le dire, est un pays de paix et de concorde. Pour qu'il le demeure, votre rôle est essentiel. Votre responsabilité dans l'organisation satisfaisante des prochaines élections législatives de 2019 est pleinement engagée. Que jamais l'histoire ne vous rende comptable des dérives et des turbulences à même de provoquer le chaos dans notre pays. La République attend donc de vous que dans les 6 prochains mois, qui constituent le délai légal d'actualisation du fichier électoral, donc d'ici à fin novembre 2018, vous fassiez un travail de qualité impeccable, accompli avec conscience et professionnalisme, en ne perdant jamais de vue la modicité de nos moyens. Et ces propos du président de la Cour constitutionnelle n'ont pas laissé indifférents les membres du COSLEPI. Ils parlent d'un moment de responsabilité assumée. Ils parlent aussi d'accomplir leur mission avec foi
et sérénité. Je vous propose de les écouter au micro d'Antoine Sagbo et Fiacre Voitan. Je crois que, comme vous l'avez dit tantôt, c'est une cérémonie de prestation de serment. C'est l'expression d'un engagement solennel à respecter les dispositions qui gouvernent la fonction qui est la nôtre. Nous avons prêté serment devant les sages de la Cour constitutionnelle. C'est un moment de solennité et c'est aussi un moment de responsabilité assumée. Plaise à Dieu que véritablement les engagements qui sont les nôtres soient respectés dans la logique de la loi, dans la logique de la Constitution, et que la mission à accomplir soit une mission réalisée au service de toute la nation. Le travail dans le temps est là, en plus on nous a donné les 6 mois que la loi nous confère. Avec les 6 mois, je pense que c'est largement suffisant pour qu'un bon travail soit fait. Encore que nous venons de prêter serment, je crois que ce serait avec foi et sérénité que nous allons engranger ce travail et pour le bonheur de nos populations. Politique encore, vous le savez, le gouvernement a présenté lundi une communication sur le nouveau siège de l'Assemblée nationale. Il a fait le point sur le chantier de construction de ce siège dont les travaux sont interrompus depuis plusieurs années. À l'étape actuelle, ces travaux réalisés à 45,7% ont coûté 22 milliards de francs CFA et demandent 22 autres milliards, de quoi susciter de vives réactions au Parlement. Vous allez l'entendre, le ton était à la sanction ce lundi. Les cadres de l'administration publique et les responsables des entreprises privées impliqués dans le dossier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo ont des ennuis judiciaires. Les honorables députés recommandent avec insistance qu'ils soient traînés devant les tribunaux et qu'ils soient sommés de rembourser les fonds indûment empochés. Tout ce qui est dit ici est l'expression d'un gâchis lié à une gouvernance bâclée, une gouvernance approximative. Il y a eu collision d'intérêts privés au détriment des intérêts de la nation. Il faut châtier avec la dernière rigueur. Le président Talon a parlé du désert de compétences et j'ai vu les cadres ont commencé par se masturber, la masturbation intellectuelle. Mais il revient. Mais je ne sais pas ce qui gêne. Le président Kérékou, paix à son âme, mon cher papa, a dit dans ce pays que les intellectuels étaient tarés. Mais personne n'a rien dit. Il revient aux intellectuels, on dit qu'ils se sentent mauvais se bouche, de prouver le contraire. Au président Patrice Talon pour dire, nous ne sommes pas incompétents. Nous en faisons la compétence. Aller en prison, à la prison civile de Cotonou, monsieur le président. C'est les cadres, les intellectuels qui ont détourné des milliards qui sont en prison. Nous avons toujours dit que la roue de l'histoire tourne. Et elle a finalement tourné. Elle a tourné sur des dossiers. Et le principal est celui relatif à la construction du siège de l'Assemblée nationale, qui désormais est classé musée national de la honte et de la corruption, et qui n'est que le reflet de la gouvernance sous le président Yahya Boni. La séance plénière de ce lundi 7 mai est consacrée à l'examen de la communication sur la réponse aux questions des députés. La dite communication présentée par le gouvernement est représentée par le ministre du Cadre de vie, José Didier Tonato, et son collègue en charge de la justice, Maître Joseph Djogbenou, qui ont relevé des incohérences, des anomalies et de graves irrégularités dans ce dossier. À l'issue de l'audit réalisé par tous ces services, après analyse des éléments collectés ou constatés, plusieurs dysfonctionnements, plus graves les uns que les autres, ont été à la base de préjudices physiques, financiers et judiciaires qui ont fondamentalement impacté de manière négative l'évolution du chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale et ont compromis son bon aboutissement. Le montant prévisionnel global était de 18 milliards 565 millions 50 000 francs CFA. La convention signée avec la COSA porte sur un montant de 16 milliards de francs CFA.
La première série d'appels d'offres avoisinait déjà 17 milliards 100 167 369 francs CFA, toutes taxes confondues, à la fin de la passation des 10 premiers marchés en 2008-2009. Et le délai d'exécution du gros œuvre seul était de 2 ans. 9 années après le démarrage des travaux, y compris les 3 ans et demi de leur suspension par le maître d'ouvrage, le chantier n'a pas évolué. Les députés de la 7e législature, au cours de la plénière, ont souhaité qu'un autre site soit trouvé à Porto-Novo pour la construction d'un nouveau siège de l'institution parlementaire et que le bâtiment querellé soit baptisé Musée de la corruption et de la malgouvernance. Je vous propose maintenant d'entendre d'autres réactions de députés sur le scandale financier relatif à la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Il est toujours question de châtiment. Vous-même, vous avez qualifié à l'époque ce gouvernement-là de ventilateur. C'est la preuve aujourd'hui que les images auxquelles nous avons eu droit ce soir, les scandales qui ont eu lieu au temps de ce régime-là, sont vraiment insoutenables. Je voudrais simplement demander au gouvernement d'aller jusqu'au bout de ces prérogatives. Je demande au gouvernement que les mises en cause soient sévèrement punies. Ces acteurs qui sont impliqués, chers collègues députés, ils doivent être châtiés. Ils doivent être châtiés, ils doivent être punis au plus haut point pour ce qu'ils ont fait à l'État. C'est de cette seule manière que nous allons véritablement lutter contre l'impunité dans notre pays. La corruption et la malgouvernance rayèrent de droit sur le régime du changement et de la refondation. Le président Talon parlait déjà de compétences et j'ai vu les cadres ont commencé par se masturber, la masturbation intellectuelle. Mais il revient. Mais je ne sais pas ce qui gêne. Le président Kérékou, paix à son âme, mon cher papa, a dit dans ce pays que les intellectuels étaient tarés. Mais personne n'a rien dit. Il revient aux intellectuels. On dit qu'il se sent mauvais se bouche de prouver le contraire. Au président Patrice Talon dit, nous ne sommes pas incompétents. Nous avons la compétence. Aller en prison, à la prison civile de Cotonou, monsieur le président. C'est les cadres, les intellectuels qui ont détourné des milliards qui sont en prison. Ce ne sont pas les analphabètes. Mais aussi parfois certains intellectuels confondent les titulaires de diplôme et les intellectuels. Parce que pour moi, c'est deux choses différentes. On peut être intellectuel, on peut être titulaire de diplôme et ne pas intellectuel. Parce que pour moi, l'intellectuel, c'est la capacité de mettre en exergue ses réflexes et le mettre au service du peuple. Moi, je pense que c'est juste la forme de confusion entre l'intellectuel et les titulaires du diplôme. Parce que ceux qui sont en prison aujourd'hui, c'est les intellectuels, les doctorants qui ont détourné les fonds publics. Alors, laissez le président Patrice Talon aller jusqu'au bout. Je suis un exemple vivant, monsieur le président, maire de la commune de Parakou, en plein exercice. J'ai été arrêté. Même si les gens voulaient que je fuis le pays, je suis resté, j'ai fait face à la justice. J'ai fait 5 mois, 5 jours, monsieur le président, en détention. Mais parce que ma conscience ne me reproche rien, j'ai bénéficié d'une main levée d'office. En droit, quand un juge d'instruction donne la main levée d'office à un inculpé, c'est un non-lieu qui pointe à l'horizon. Si je devais qualifier ce que j'ai entendu et vu cet après-midi, je parlerai de tristes spectacles conduits par de tristes personnages. On dit chez moi, enfant, nous c'est ce qui a tué l'animal la nuit, qui a fait pourrir sa peau.
tout ce qui est dit ici est l'expression d'un gâchis. Un gâchis lié à une gouvernance bâclée, approximative. Sous les feux de l'actualité également, le report du procès de l'honorable Mohamed Tao Henouho. Le parlementaire devait comparaître ce mardi au tribunal de première instance de Cotonou. Nouvelle date, le 12 juin prochain. Il est placé depuis la semaine dernière sous mandat de dépôt et est poursuivi notamment pour fraude fiscale. Cela se passait il y a 96 ans que naissait Bernardin Ganty. C'était le 8 mai 1922. Bernardin Ganty, dont c'était l'anniversaire de naissance ce mardi, a connu un parcours exceptionnel au sein de l'Église catholique romaine. Prêtre, évêque, il a servi l'Église de diverses manières avant d'être créé cardinal à la fin des années 70. Il finira même doyen du Sacré Collège des cardinaux, non sans avoir fait partie des papabili, capable d'être élu pape. Son parcours est aussi lié à ceux des papes Jean-Paul II, décédé en 2005, et pape Benoît XVI, pape émérite. Cardinal Ganty, décédé en 2008, est aussi connu pour ses nombreuses œuvres, dont nous parle le père Eric Okpecha. Cardinal Ganty est une grande figure. Je dirais c'est une éminence. Pour le peuple béninois d'abord, pour l'Église catholique au Bénin, pour les évêques du Bénin en tant que premier évêque béninois, premier évêque africain. C'est vrai qu'il y a eu des évêques blancs avant lui au Bénin, mais africain, béninois, c'est le premier. Et une grande figure aussi pour les prêtres béninois, dont nous sommes fiers. Et chacun de nous, autant qu'il le peut, essaie d'imiter les vertus de ce aîné-là dans le sacerdoce, dans l'Église. Moi, je l'ai connu personnellement quand il était séminariste. Il venait à Saint-Gall et il nous parlait de sa voix vraiment paternelle. Il nous encourageait à marcher résolument vers le sacerdoce en ayant toujours un esprit de servir l'Église. Et pour évoquer un peu sa mémoire, il a été le premier archevêque béninois de Cotonou. Et il est allé à Rome, il a travaillé avec plusieurs papes. Il a occupé les plus hautes fonctions au niveau de l'Église. Et il a voulu revenir, finir sa vie sur sa terre natale, le Bénin. Donc, en tout, il s'est montré un exemple et un modèle. Et nous ne pouvons que prier pour le repos de son âme, mais au même moment, demander qu'il intercède pour le Bénin, qu'il intercède pour l'Église catholique au Bénin, qu'il intercède pour le clergé béninois. Et je crois qu'il le fait et il le fera toujours. Le cardinal Ganty, c'est vrai, il n'est pas resté longtemps au Bénin. Mais au Bénin, il y a quand même une œuvre qu'on ne peut pas oublier. Il a fondé les Sœurs du Saint-Augustin, que nous connaissons, qui sont dans l'éducation, qui sont dans la promotion de la femme, qui impactent quand même la société par leur être, par leur mission. Donc c'est quand même une œuvre qui est restée. Et d'ailleurs, ces sœurs-là célèbrent cette année les 50 ans de leur fondation. Donc c'est pour cela qu'il y aura bientôt, ce week-end-ci, un colloque sur le cardinal Ganty pour revivre par la mémoire et le souvenir de cette personne, de ce prélat, de cet homme d'église. Donc il y a les Sœurs de Saint-Augustin et il y a beaucoup d'autres œuvres qu'il a initiées à la tête du diocèse de l'archidiocèse de Cotonou et qui ont été portées à accomplissement ou à perfection par ses successeurs. On ajoute que le cardinal est décédé un 13 mai 2008. On aura donc l'occasion de parler à nouveau de ce prélat. Actualité en dehors du Bénin, c'est jour des législatives en Malaisie. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h heure locale, 0h GMT. Ce scrutin est annoncé comme l'un des plus serrés où le Premier ministre Najib Razak et l'ancien Premier ministre Mahathir Mohamad sont en opposition. Écoutez ici quelques Malaisiens sur ces législatives. L'élection est très importante maintenant. Il y a beaucoup de problèmes, de questions sensibles, donc c'est pourquoi je suis venu ici pour m'assurer de voter pour mon pays, pour les générations futures. Je vote depuis 8 élections et à chaque fois Mahathir est venu ici. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'il allait aussi venir ici. Dernière information avant de mettre un thème à cette édition, je vous l'annonçais dans le sommet, l'Iran réagit au retrait de Trump de l'accord nucléaire iranien à Téhéran, capitale du pays. Plusieurs Iraniens dénoncent cet acte du président américain. On écoute.
Le premier sentiment que nous avons eu, ma famille et moi, était que nous ne devions plus rester ici, quand nous n'avions pas de sanctions. Notre économie était terrible et avec cette décision, je ne sais pas ce qui va se passer. Tous mes amis veulent quitter l'Iran. Ce n'est pas un endroit où nous voulons rester. Nous avions prédit cette décision, mais en tout cas, je suis très triste parce que cela aura de mauvais effets sur notre économie, voire des effets néfastes sur l'économie mondiale, ce qui n'est pas agréable. Avant le discours de Trump, nous ressentions un mélange de calme et de frustration pendant des mois. Et maintenant, après son discours, tout s'est effondré. De toute façon, nous vivons dans l'espoir et j'espère que nos dirigeants prendront des décisions pour limiter les dégâts. Je dormais quand Trump a fait son discours. J'ai entendu dire qu'il s'est retiré de l'accord sur le nucléaire. Ce n'est pas important pour nous, nous nous en fichons. Nous sommes iraniens et nous avons notre propre manière et nous ne nous soucions pas des actions et des décisions de Trump. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.